bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui fait froid dans le dos. Une vieille peur qui refait surface. La bête du Gévaudan. Ah oui, une affaire fascinante et terrifiante à la fois. Exactement. On part direction la France du XVIIIe siècle, l'actuelle Lozère, entre 1764 et 1767. C'est ça, on a pas mal de sources, hein. Des récits de l'époque, des archives, des registres paroissiaux. Oui, et puis des analyses plus modernes, historiques, même zététiques. L'idée, c'est vraiment de décortiquer l'histoire, le lieu, les gens, les victimes, la traque, et cette ambiance de terreur. Bon, on y va? Allons-y. Alors, le décor d'abord. Le Gévaudan au XVIIIe siècle, c'était comment? Isolé, j'imagine? Très isolé. Une région montagneuse, la Margeride, l'Aubrac, beaucoup de forêts denses. Et surtout, des conditions de vie extrêmement rudes. C'est-à-dire? La pauvreté était quasi générale dans les campagnes. Les terres, pas très fertiles, le climat, dur, les impôts, lourds. Et la vie quotidienne? Marquée par une forte mortalité infantile. Les enfants, d'ailleurs, travaillaient très jeunes, souvent ils gardaient les troupeaux, seuls, et on parlait surtout patois, l'occitan. Un monde un peu à part, quoi. D'accord. Un contexte difficile donc. Et c'est là que tout commence? Oui, en juin 1764. La première victime officielle, c'est Jeanne Boulet, 14 ans. Et très vite, on voit un schéma se dessiner. Lequel? Les victimes sont majoritairement des femmes et des enfants, souvent attaqués seuls, loin des villages, pendant qu'ils gardent les bêtes. Ah oui. Et on a une idée du nombre de victimes? Témoignages, pas toujours officiels, attention, qui parlent de décapitation, de corps affreusement mutilés, parfois même déshabillés. Terrifiant. Et cette bête, justement, pourquoi on l'appelait comme ça, la bestia en occitan? Ce n'était pas juste un loup? C'est toute la question. Les témoins la décrivent comme un animal énorme, la taille d'un jeune taureau, d'un gros veau, Ah oui, quand même. pelage plutôt roussâtre, une raie noire sur le dos, une queue très touffue, une tête large, des oreilles droites. Pour beaucoup, non, ce n'était pas un loup comme les autres. Et son comportement? Aussi étrange que son apparence. Complètement. Une audace folle. Elle attaquait en plein jour, tout près des villages, une agilité incroyable. Et puis, cette agressivité? Elle ne tuait pas que pour manger, semble-t-il. Comment ça? Elle semblait préférer la chair humaine, on parle vraiment d'anthropophagie, et parfois elle laissait le bétail tranquille juste à côté. Certains disaient même qu'elle résistait au bal. Attendez, elle préférait les humains et résistait aux tirs. Ça a dû faire flamber les imaginations. Exactement. La peur s'est transformée en panique générale. Les chroniques parlent d'une panique qui courut par toute la province. On imagine bien. Les rumeurs ont dû fuser. Ah oui, créatures surnaturelles, envoyées par le diable, un fléau divin, un loup-garou, tout y passe. On organise des prières publiques, bien sûr. Et les autorités, elles font quoi? Elles réagissent. D'abord localement, avec le syndic Étienne Lafont, puis l'armée, le capitaine Duhamel et ses dragons. On fait venir des chasseurs de loups réputés, les Denneval. Et ça marche? Pas vraiment. Les battues sont gigantesques, parfois des dizaines de milliers de paysans mobilisés, mais c'est souvent en vain. La bête est insaisissable. Ça a dû être décourageant, tellement que l'affaire remonte jusqu'au roi, Louis XV. Et là, il envoie son meilleur homme, François-Antoine, son porte-arquebus personnel, avec son équipe de louvetiers d'élite. Le grand jeu, quoi. Ah oui. Ils sortent l'artillerie lourde. Pièges, poisons sur les cadavres, chiens spécialisés, surveillance postée. On distribue des armes aux paysans. Ils utilisent même des pétards pour la traquer. Et lui, François-Antoine, il réussit. C'est la fin de l'histoire. Presque. En septembre 1765, près de l'abbaye des Chazes, il tue un très très grand loup. Un spécimen impressionnant. Enfin, L'animal est empaillé, envoyé à la cour à Versailles. C'est la victoire, l'affaire est déclarée close. Soulagement général. Sauf que, ne me dites pas que. et si, en décembre, quelques mois plus tard à peine, les attaques reprennent. Non, c'est pas vrai. Le cauchemar recommence. Exactement. Et c'est là qu'un autre nom entre en scène, Jean Chastel, Jean Chastel. un paysan du coin, c'est ça? Oui, un paysan, chasseur lui aussi. Il avait même été arrêté un court moment par les hommes d'Antoine d'ailleurs. Le 19 juin 1767, pendant une battue menée par le marquis d'Apcher, un noble local, Oui. Chastel abat un autre animal, décrit comme un très grand loup. Et là, la légende prend le relais. On dit qu'il a utilisé des balles bénites ou des balles fondues en argent. Les fameuses balles en argent. Voilà. Et le fait crucial, c'est qu'après ce jour-là, les attaques cessent. Définitivement. Donc c'est Chastel le héros final, hein?
Officiellement, oui, mais ça n'empêche pas certaines théories, bien plus tard, de le soupçonner lui ou sa famille, d'avoir peut-être dressé un animal. C'est une des nombreuses zones d'ombre. Ce qui nous ramène au mystère. Pourquoi ça nous fascine encore autant, 250 ans après? C'est là que ça devient vraiment intéressant, hein. Le mystère reste entier à cause de tout ça. Les descriptions parfois contradictoires, ce comportement de la bête tellement bizarre, le fait que les attaques aient repris après le loup d'Antoine, le rôle un peu flou de Chastel. Et les hypothèses, alors, elles sont nombreuses, j'imagine. Oh que oui. Et aucune ne fait vraiment l'unanimité. On a parlé de loups, plusieurs loups peut-être, devenus anthropophages. L'historien Jean-Marc Morisseau insiste là-dessus. Il y a eu d'autres cas en France. D'accord. On a évoqué un animal exotique échappé. Une hyène, un jeune lion. Il y avait des ménageries privées à l'époque. Mais bon, pas de preuves formelles. Une hyène, intéressant. Ou un hybride loup-chien, un animal dressé, la piste de la famille Chastel donc. Voire un tueur en série humain qui aurait profité de la panique ambiante. Carrément. Quant à l'hypothèse surnaturelle, le loup-garou, le fléau divin, très présente à l'époque évidemment, elle est écartée par l'analyse rationnelle aujourd'hui. Toutes ces théories montrent surtout qu'on cherchait désespérément à comprendre l'incompréhensible, non? Exactement. Ça nous renseigne peut-être plus sur la société de l'époque, sa peur face à l'inconnu, ses limites, que sur la nature exacte de la bête. L'affaire se termine en 1767, mais le débat, lui, continue. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette histoire? La bête est une légende, un symbole très fort pour la Lozère. On trouve des statues, des noms de lieux, un musée dédié. Il y a même le parc des loups du Gévaudan qui, paradoxalement, essaie de réhabiliter l'image du loup, longtemps diabolisée à cause de cette affaire. Une histoire incroyable, qui continue de fasciner. Absolument. Au fond, ça nous pousse à réfléchir sur la peur collective, notre relation au sauvage, et cette ligne floue entre la réalité et le mythe, surtout dans une communauté isolée, éprouvée comme l'était le Gévaudan. Beaucoup de matière à penser. Vous aimez ces histoires? Abonnez-vous à Comprendre. Merci de nous avoir écoutés.